Diable Jump. Yo les bros, vous avez beau lire le manga 3, 4, voire même 5 fois, il y aura forcément des petits détails qui vous échapperont. Certains n'ont pas spécialement d'importance et ne sont pas nécessaires dans l'œuvre, d'autres sont quand même un peu plus intéressants et importants. Je me suis dit que faire une vidéo regroupant ce genre de détails pourrait attiser votre curiosité et accessoirement vous prouver une fois de plus qu'Oda contrôle son œuvre sur le bout des doigts, quelle que soit la situation. Je trouve ça relativement différent des foreshadowing, là où ces derniers annoncent certains gros événements bien à l'avance par le biais d'indices laissés volontairement par l'auteur. Les détails que je vais mettre en avant dans cette vidéo seront beaucoup moins importants mais toujours autant fun à découvrir. Bon, continuons à faire des intros courtes et allons-y pour entrer dans le vif du sujet. L'entrée sur Grand Line a été mémorable pour de nombreuses raisons. La destruction du tonneau pour sceller les rêves des Mugiwara par exemple en fait partie. Mais il y a une autre scène qui je pense est restée gravée dans de nombreuses mémoires car c'est tout simplement ici que les Mugiwara ont failli périr tous ensemble pour la première fois. Cette scène est l'arrivée sur Calm Belt, avec une apparition des rois des mers particulièrement remarquée. En effet, après que les Mugiwara aient dévié de leur trajectoire pour se retrouver sur le terrible Calm Belt, véritable zoo de rois des mers, ils se retrouvent logiquement entourés de ces titans aquatiques. Bon alors je vous passe les détails, grosse panique à bord, etc. etc. C'est pas spécialement ça qui va nous intéresser dans tous les cas, mais plutôt les rois des mers présents dans cette page. Si je vous dis qu'on retrouve exactement la même équipe de rois des mers plus de 500 chapitres plus tard, vous me croyez? Allez, on passe du chapitre 101 au chapitre 647. L'arc de l'île des hommes poissons se clôt petit à petit, et malgré la défaite de Odie Jones, le principal antagoniste, eh bien il reste un danger, le Noah. Ce bateau de la taille d'une petite île est en pleine chute libre, direction l'île des hommes poissons. C'est là qu'interviennent les rois des mers contrôlés par Shirahoshi qui se trouve être l'arme antique Poséidon. Et ce sont ces rois des mers qui nous intéressent, car ce sont effectivement les mêmes que les Mugiwara ont pu croiser au début de leur aventure. Aucun doute de permis, ce sont bien exactement les mêmes monstres apparus au chapitre 101. 546 chapitres séparent ces deux images et Oda nous prouve une fois de plus qu'il possède une mémoire incroyable concernant son manga. Comme vous pourrez le constater, il y a aussi deux autres monstres marins pourtant pas présents dans l'image du chapitre 101. Eh bien rassurez-vous, ils sont déjà apparus dans le manga eux aussi. Un traînait autour d'Impel Down et l'autre avait fait son apparition quand un Tenryubito avait fait le déplacement sur l'île des hommes poissons. C'est peut-être pas un détail qui va changer l'histoire, certes, mais c'est excellent de voir à quel point les éléments s'assemblent toujours malgré le temps passé. La famille Vinsmoke est l'une des principales découvertes de l'arc Whole Cake Island. C'est la première fois que le passé d'un Mugiwara, donc Sanji dans notre cas, est autant révélé et que toute sa famille se voit être mise en avant. Les frères de Sanji et sa sœur Reiju ont chacun un trait physique particulièrement distinctif, la coupe de cheveux. Et figurez-vous qu'Oda avait déjà plus ou moins teasé la famille Vinsmoke grâce à ses fameuses coupes de cheveux dans les omake qu'il avait réalisées. En effet, dans cette petite histoire qui ne dépasse que rarement les 1 ou 2 pages, les Mugiwara sont la plupart du temps dans un accoutrement totalement différent, frôlant même le what the fuck. Sanji lui a une coupe qui change à chaque fois et c'est ici qu'on peut découvrir que toutes les coupes qu'il a eues sont similaires aux coupes de ses frères et sœurs actuellement. Dans cette image, on voit que Sanji a exactement la même coupe que Yonji, le quatrième fils Vinsmoke. Dans celle-ci, c'est la coupe de Reiju que Sanji porte. Oui, Oda est allé jusqu'à lui refiler la coupe de sa sœur. Ensuite, c'est au tour de Niji, avec son espèce de banane qui lui sert de coiffure. Et pour finir, Ishiji et sa longue mèche. Bon alors une fois encore, ça ne change rien à l'histoire, mais ça se prêtait parfaitement au thème de la vidéo. Je suis certain que très peu d'entre vous avaient fait le lien dans les coiffures de Sanji, sauf si vous avez vu la vidéo du doc qui en avait parlé l'année dernière. Je vous laisse le lien de la vidéo en description si vous ne l'avez pas encore vu. Le World Economic Journal est le meilleur moyen pour répandre une nouvelle dans le monde de One Piece. Grâce aux Martin Facteurs, les employés de Morgan's Big News, toute la populace s'est avertie de n'importe quel gros changement ou gros événement. D'ailleurs, ce journal a une place importante au sein du manga finalement, car c'est en partie grâce à lui qu'on découvre les nouvelles primes des pirates. Bref, si je vous en parle actuellement, c'est qu'à quasiment chacune des éditions de ce journal, des petits articles peuvent être rédigés à propos de différents personnages. On a tendance à ne pas assez analyser les pages où le World Economic Journal est lu par quelqu'un et pourtant ça raffole de détails en tout genre. Par exemple, dans le flashback du chapitre 762, on y retrouve Law qui attaque Corazon par derrière alors que ce dernier était justement en train de lire le journal. Et sur ce fameux journal, vous pouvez y distinguer une image de Crocodile qui aurait un article entièrement dédié. Suite à ça, Oda a déclaré dans un SBS qu'il s'agissait bien de lui durant sa conquête d'Alabasta. On en apprend même un peu plus sur le passé de Crocodile, comme par exemple qu'il serait devenu Shichibukai entre 20 et 25 ans, et qu'il se serait battu contre Barbe Blanche avant de changer radicalement de comportement et de s'exiler au royaume d'Alabasta. C'est qu'une fois là-bas qu'il se fit passer pour un héros en débarrassant le pays des pirates, et vous connaissez la suite de l'histoire. Et du coup, comme je le disais, il y a beaucoup de petits éléments à découvrir dans le World Economic Journal quand il apparaît. D'ailleurs, récemment, on pouvait distinguer un article sur Weeble, le présumé vrai fils de Barbe Blanche. On ne sait pas ce qu'il est dit, mais ça laisse sous-entendre qu'on risque d'en entendre encore parler très bientôt. Donc voilà les bros, la prochaine fois que quelqu'un lira ce journal dans One Piece, tâchez d'y prêter plus attention afin de découvrir quel personnage fait parler de lui. Tiens,
Parlons un peu de Doflamingo maintenant, ça faisait longtemps. Pour beaucoup considéré comme l'un des meilleurs antagonistes du manga, Doflamingo a su nous toucher et nous sensibiliser lorsque son flashback a été révélé. Bon alors oui, ça reste un psychopathe, hein, en long, en large et en travers, mais le bougre n'a quand même pas spécialement eu la vie facile. Il était de base un noble avec une vie tranquille, plein de thunes, totalement assurée. Mais son papa, qui avait un peu moins la folie des grandeurs que les autres, s'est mis en tête de redescendre sur le plancher des vaches et ainsi vivre parmi la populace qu'on pourrait qualifier de normale. Sauf que voilà, vu les atrocités commises par les dragons célestes et leur kiff d'assouvir n'importe qui en esclavage, forcément que les simples humains ne portent pas la haute société dans leur cœur. Du coup on a droit à une scène assez malsaine au final, car une fois que les humains parviennent à capturer Doflamingo, Corazon et leur père, ils les attachent sur la façade d'un bâtiment et prennent un malin plaisir à les torturer en les brûlant et en leur tirant des flèches. Et c'est d'ici qu'un détail choque. Un des bourreaux des Don Quichotte sort la phrase suivante: pourquoi ne pas leur tirer des milliers de flèches? S'ensuit un autre dialogue. Un père pleure ses fils car ils ont eu le malheur de traverser la route devant un Tenryubito, et ces derniers ne se sont pas gênés pour leur tirer 16 fois dessus, les tuant ainsi sur le coup. 1 millier de flèches et 16 coups de feu, retenez ces valeurs car nous allons les retrouver dans les dernières techniques que Doflamingo a utilisées contre Luffy. Et oui, dans la deuxième partie de leur combat, Doflamingo utilise l'éveil de son fruit pour lancer l'attaque Thousand Arrow, qui signifie littéralement 1000 flèches. Exactement le nombre de flèches que voulait tirer l'homme du flashback de Doflamingo. Un peu plus loin, lors du coup final, Luffy prépare son King Kong Gun tandis que Doflamingo sort cette phrase: j'imagine que je vais devoir te tuer avec mes 16 balles saintes. Et bim, les 16 balles saintes font référence aux 16 balles que les Tenryubito tirent pour tuer ceux qui se mettent en travers de leur route, dont les enfants de ce père désespéré présent dans le flashback de Doflamingo une fois encore. Bon, c'est une anecdote un peu tristounette mais pourtant très bien trouvée et qui humanise finalement un peu plus le démon de Doflamingo, prouvant que ces événements l'ont marqué et qu'ils sont ancrés au plus profond de son esprit tordu. On va rester quelques instants de plus sur Dressrosa pour parler de Rebecca. Oui, je sais, bon nombre d'entre vous la détestent pour son côté chouinard ou teubé, chose que je ne comprendrai je pense jamais car c'est finalement un personnage au style de combat intéressant et à la puissance relativement haute comparé au menu frottin qu'on a l'habitude de se coltiner. Bref, si je vous parle de Rebecca, c'est tout simplement car Usopp l'avait prédit pas loin de 400 chapitres auparavant. Et oui, on connaît tous l'histoire derrière Usopp et ses mensonges qui deviennent réalité. Finalement, Rebecca en fait partie. Au chapitre 458, durant l'arc de Trailer Bark, Sanji, Zoro et Luffy se retrouvent évanouis sur leur bateau suite au vol de leur ombre par Moria. Du coup, quand Usopp et les autres arrivent sur le bateau, ils retrouvent juste 3 loques totalement inconscientes, et c'est là qu'Usopp fait travailler sa grande ingéniosité et parvient à combiner les 3 grandes passions de chacun pour les réveiller, à savoir la viande, les femmes et les sabres. Bien sûr, les 3 se sont réveillés avec la seule pensée de ce qui les passionne, la viande pour Luffy, les femmes pour Sanji et les sabres pour Zoro. Et on se rend compte que quelques 370 chapitres plus tard, que Rebecca en fait est le portrait de tous ses désirs réunis. Elle est épéiste, plutôt jolie femme, et apporte à manger à Luffy lorsque les deux se battaient au Colisée Corrida. Alors oui, vous pouvez crier à la coïncidence si vous le voulez, car je vous avoue avoir aussi eu quelques doutes. Cependant, je me suis vite rappelé qu'avec Oda, les coïncidences n'existaient pas et que tout était généralement prévu à l'avance avec lui. En gros, il faut particulièrement surveiller Usopp et ses mensonges, même si je pense que vous le savez depuis le temps. Dernier sujet avant la fin de cette vidéo, nous allons parler des talents artistiques de Luffy. On le sait tous très bien, ce dernier adore dessiner. Il n'a absolument aucun talent pour ça, mais ça ne l'empêche pas d'exercer son art un peu où il veut. D'ailleurs, on l'a très bien vu avec Laboon qui s'est vu se faire tatouer le Jolly Roger des Mugiwara en pleine tronche. Bon, le dessin a totalement le cancer, on est d'accord, mais on sait que la symbolique derrière est vraiment belle. Bref, si je vous parle des dessins de Luffy, c'est que malgré leur déformité, ils ont déjà pris vie. Enfin, pas vie la princesse, vie quoi. Bon, allons au chapitre 69. Pour se remettre un peu dans le contexte, Luffy, Sanji et Yosaku discutent à propos des grands corsaires et des hommes poissons. Le cas de Jinbei et Arlong est donc évoqué. Et Luffy a eu la drôle d'idée de dessiner un homme poisson sorti tout droit de son imagination, ce qui donne quelque chose d'assez folklorique finalement. Sauf que voilà, si vous faites un bond en avant de quasiment 600 chapitres et que vous vous rendez au chapitre 626, eh bien vous allez découvrir que l'abomination vit déjà. Durant le regroupement d'hommes poissons signant la pétition de Tenryubito afin de remonter sur la surface, une drôle de tête est visible dans la foule. Bon, par contre, faut vraiment y prêter attention, quoi. Et il s'agit bien du dessin de Luffy qui réapparaît plus de 10 ans plus tard. Attendez, parce que c'est pas tout. Luffy a encore des talents graphiques à démontrer. En effet, tout juste avant d'arriver sur Water 7, les Mugiwara parlent à propos du fait de trouver un charpentier pour le bateau vu son mauvais état. Luffy, on ne sait pourquoi, dresse donc un portrait du charpentier qu'il veut recruter. Et devinez quoi, c'est tout le portrait de Franky. Les gros avant-bras, la coupe façon banane et le gros pif au milieu du visage. C'est Franky tout craché. Bon du coup en fait c'était surtout pour vous prévenir d'aussi faire attention au dessin de Luffy s'il en refait quoi. On ne sait jamais, ça peut teaser un nouveau personnage chelou dans One Piece. Je pense avoir fait à peu près le tour des petits détails qui sont passés sous les yeux de nombreuses personnes lisant One Piece. À vrai dire, ces détails sont aussi passés sous mes yeux, et si j'en parle aujourd'hui, c'est grâce aux nombreuses personnes qui les ont relevés avant moi. J'aimerais bien citer des sources, sauf que malheureusement ça date de plusieurs mois et même années maintenant, et tout ça s'est construit au fil de discussions et de recherches hasardeuses sur One Piece. Si d'ailleurs vous avez d'autres détails à mettre en avant, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ça sera un plaisir de les lire.
Bon bah les bros, mille merci pour votre soutien incessant, pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait pour qu'on parvienne aux 100 000 Nakama d'ici la fin de l'année. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à vendredi pour la review. Peace les bros.